Alors, je m'appelle Jacques Ducarme et je suis référent départemental pour l'UPR. Donc l'UPR, c'est l'Union populaire républicaine, le parti de François Asselineau, plus connu sous ce nom-là, qu'on trouve sur internet sur upr.fr. Et je suis donc référent départemental. Ça veut dire que je ne suis pas encore délégué. Pour être délégué, il faut avoir plus d'1 an d'ancienneté, avoir fait ses preuves plus d'1 an. Pour être référent, il faut un casier judiciaire vierge, il faut 2 ou 3 témoignages de militants comme quoi je suis apte à remplir les missions. Et puis ensuite ça passe à Paris par une commission où ils regardent dans Google si j'ai pas écrit trop de bêtises. Ce qui a pu m'arriver comme j'étais dans mon passé syndicaliste, donc j'ai écrit pas mal de choses qui traînent encore sur Google. Mais apparemment ils m'ont accepté. Je me suis engagé à respecter la charte de l'UPR. Donc voilà quoi, je suis chargé d'animer un petit peu notre réseau départemental de l'UPR pour le Jura. Quelle était votre activité de syndicaliste? J'ai été pendant un moment secrétaire régional et pendant bien plus longtemps j'étais webmaster. Dans quelle branche? Le métier c'était la forêt, l'Office national des forêts. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la privatisation des forêts? La privatisation plutôt de l'ONF, hein, parce que les forêts, il y a déjà 2/3 de forêts privées en France, ça ne change pas vraiment. Mais c'est la privatisation rampante de l'ONF qui est enclenchée depuis bien longtemps et qui petit à petit s'avance vers un système toujours plus compatible avec le privé, on va dire. C'est un petit peu comme dans les écluses, hein. On remet le niveau pour que les bateaux puissent passer. Et là, on fait baisser le niveau des prestations de l'ONF pour qu'à un moment donné, les privés soient aussi bons que l'ONF. Donc on supprime les moyens financiers, les moyens personnels. Il y a de moins en moins de forestiers sur le terrain. Donc il y arrivera un moment donné où les privés vont faire aussi bien, sinon mieux que l'ONF. Et puis on donne aussi des objectifs commerciaux aux gens de l'ONF, ils doivent être rentables, donc finalement intégrer une logique qui est la même que des privés, alors qu'au départ quand on épouse ce métier, c'est pour être fonctionnaire, indépendant des pressions financières, indépendant des marchands de bois, et c'est pas pour être soumis à des logiques d'argent, ce qui est déjà mis à mal par l'octroi de primes. Donc ça, c'est déjà un système de corruption officielle. Bon, bref, je ne veux pas m'étendre trop sur mon ancien métier. Mais ça ressemble furieusement à la crise du monde hospitalier. Ça ressemble à tous les services publics qui n'existent pas pour l'Union européenne. Et donc tous les services publics sont dans les traités de l'Union européenne des services marchands, qui doivent être soumis à la concurrence entre guillemets, parce que c'est une concurrence, contrairement à ce qu'ils disent, c'est une concurrence faussée. Par exemple, si EDF produit de l'électricité trop bon marché, on lui demande d'augmenter les tarifs artificiellement pour que des privés puissent vendre de l'électricité au même prix. Donc il est question de donner les biens publics à des possédants privés. Donc c'est une espèce de pillage du bien public pour des possédants privés. Et donc ça, c'est général, hein, on le rencontre partout. Et à l'ONF en particulier, au début, l'idée c'était que la collectivité nationale aidait les petites communes rurales. Et avec une péréquation des revenus au niveau national entre toutes les forêts. Alors que là, c'est plutôt l'inverse qui se produit. On demande de plus en plus à l'ONF de chercher de l'argent dans les communes, de faire payer au prix coûtant. Et d'agir dans une logique financière qui est complètement contraire à l'éthique de départ, quoi, puisque évidemment, plus on fait de travaux, plus on fait de coupes, plus on va faire rentrer dedans. Et ça, c'est
c'est des injonctions paradoxales qui rendent très mal à l'aise les forestiers. En tant qu'adhérent à l'Union populaire républicaine, êtes-vous souverainiste? Alors, dans souverainiste, il y a le suffixe iste et le mot souverain. Donc il faut expliquer les deux pour savoir de quoi on parle, parce qu'en général c'est lancé comme ça, comme une insulte, et puis on n'est pas d'accord sur le terme. Donc iste, si je dis par exemple tu es journaliste, ça veut dire que tu t'occupes d'un journal et ça ne veut rien dire d'autre. Si je dis tu es féministe, ça voudra dire tu t'occupes des droits des femmes et de rien d'autre, tu t'occupes des femmes. Tu ne t'occupes pas de faire du sport, du vélo ou une autre politique que le droit des femmes. Donc de la même manière, tous ces mots en iste veulent dire, c'est enfermé dans le domaine du mot qui précède. Donc, alors ensuite, que veut dire souverain? Donc au départ, le souverain, c'était le roi. C'était celui qui était sous l'autorité de Dieu. En dessous de Dieu, il y avait le souverain. Aujourd'hui, c'est un mot qui est galvaudé, notamment par Macron, qui parle de souveraineté européenne, ce qui ne veut pas dire grand-chose, puisque pourquoi pas souveraineté mondiale, tant qu'on y est, alors que la souveraineté, c'est la capacité à décider des choses. Mais c'est tellement galvaudé que ça ne veut plus rien dire. Alors, quand tu me demandes est-ce que je suis souverainiste, moi je suis comme François Asselineau qui dit souverainiste, c'est pas un mot que j'aime bien. Moi j'aime pas ça du tout parce que je suis plein d'autres choses en plus. Et je suis à l'UPR pour d'autres raisons que la souveraineté. Je suis aussi un écologue, je suis aussi un citoyen du monde, je m'intéresse beaucoup aux guerres quand il y en a dans les autres pays, aux deux poids deux mesures. Il y a certains pays alliés des USA qui peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent, on ne leur reprochera jamais rien. Et puis d'autres qui sont dans un autre camp, qui mènent une autre politique, on va les accuser de tous les maux. Donc voilà, donc je ne suis pas souverainiste, je suis bien plus que ça à l'UPR. Es-tu nationaliste alors? En nationaliste, c'est pareil, ça finit par iste, ça voudrait dire que je ne m'intéresse qu'à la nation. Alors la nation, déjà, ça recouvre deux significations différentes. Le national-socialisme allemand était basé sur le sang, sur le droit du sang. Et la race, d'après Hitler, recouvrait un territoire bien plus vaste que l'Allemagne, que le Reich. Donc le mot nationaliste pour les nazis ne veut pas dire la même chose que nationaliste pour un Français où c'est le droit du sol. Hein, donc déjà c'est deux notions différentes qu'on a tendance à mélanger, à dire oh, t'es nationaliste donc c'est une insulte. Bon déjà je ne m'intéresse pas qu'à la nation et défendre les droits français qui sont attachés au sol français, oui ça par contre c'est quelque chose qui m'intéresse. Notamment la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est des choses qui me parlent. La liberté pour moi, c'est la capacité de faire différemment les uns des autres. Et plus les voisins seront libres, plus moi je serai libre, plus on se met d'accord pour organiser des différences entre nous, et plus chacun de nous sera libre. Et la liberté, c'est un besoin fondamental, qu'il soit chez l'homme, chez les mammifères, chez les végétaux. Génétiquement, on est programmé pour être différents les uns des autres. Et donc c'est se respecter soi-même, c'est respecter ses ancêtres, c'est respecter l'histoire. Parce qu'on peut regarder l'histoire pour essayer de prédire l'avenir, mais on a toujours tort quand on prévoit l'avenir. Et la nature ne prévoit pas l'avenir. La nature prévoit des différences pour que, en fonction des opportunités, certains seront plus aptes à survivre que d'autres. Et au fond de nous-mêmes, on est tous pareils, on a envie de s'exprimer différemment des autres. Quel que soit mon environnement, j'aurais envie de faire différemment des autres. Donc la liberté et la capacité à défendre la liberté et la capacité de faire différemment les uns des autres, c'était une valeur quand même très forte des Français, parce que les Français sont un agglomérat d'origines très différentes, et donc il y a un grand respect pour les différences religieuses, pour les différences d'origine ethnique. Donc cette valeur fondamentale, oui, c'est quelque chose qui me parle. L'égalité aussi.
L'égalité, se traduit en France par justement des services publics, c'est-à-dire une base sur laquelle on peut construire les différences après. Mais une base, des garanties minimales de pouvoir vivre. L'éducation doit être gratuite, la santé, et j'en oublie quoi. Le transport, l'énergie doit être abordable. Il faut que tout le monde puisse vivre avec un minimum. Ça, c'était le consensus français. La fraternité, la solidarité entre les gens aussi, bien sûr. Donc, les valeurs nationales du territoire français, oui, j'y suis attaché. Est-ce que l'UPR a tendance à se livrer au complotisme? Alors, pareil, encore un mot en iste. Ça veut dire qu'on enferme les gens, c'est une insulte, c'est une prison, on enferme les gens dans la notion de complot. Et les complotistes, ce sont des gens qui voient des complots partout. Dès qu'il y a quelque chose d'inexpliqué, dès qu'il y a quelque chose où on a un doute, où on n'explique pas tout, on dit bah, c'est un complot. C'est des gens qui voient des complots partout. Les complots, ça existe. Des complots, il y en a eu, historiquement, on en connaît, il y a eu des preuves, il y a des documents, c'est documenté. Mais être complotiste, ça voudrait dire voir des complots partout. C'est pareil, c'est une insulte, c'est une prison, c'est une cage dans laquelle on voudrait m'enfermer. Et non, je ne suis pas complotiste. Je suis prêt à examiner les éventuels complots et les archives et les preuves. Et je suis prêt aussi, surtout, à dire je ne sais pas et personne ne sait. Et on n'a pas la solution et bah, peut-être que c'est une chose, peut-être que c'est une autre et je ne sais pas. Et toi, est-ce que tu as une sensibilité écologique? Alors, encore un mot en iste, les écologistes, c'est des gens qui ne voient que par l'écologie. Hein, alors, bien sûr, en tant qu'ancien forestier, je suis écologue. Je m'intéresse beaucoup à la façon dont le système fonctionne. J'avais déjà parlé un petit peu en parlant de la diversité, de la biodiversité, la capacité à non pas prévoir, mais se prémunir de l'avenir en ayant toujours plusieurs solutions, toujours plusieurs fers au feu, plusieurs attitudes. Par exemple, j'ai devant chez moi des frênes, donc c'est la même espèce d'arbre, c'est des frênes. Il y en a un qui débourre plus tôt que l'autre. Ça veut dire qu'il prévoit que le printemps va être clément. Et l'autre, il prévoit, enfin génétiquement, il est programmé pour dire attention, il va y avoir de nouveau un gel, donc il ne faut pas sortir les feuilles trop tôt. Et bon, ça c'est un petit exemple. À l'inverse, en automne, il y a des arbres qui perdent des feuilles plus vite que d'autres, dans la même espèce. Après, ça c'est un exemple tout simple. Et après, il y a différentes espèces, il y a des concurrences et il y a aussi des solidarités. Le phénomène concurrence et solidarité se complètent toujours. Certains journalistes prétendent que l'UPR est d'extrême droite. Qu'en dis-tu? Alors, c'est une question qui vient bien après la question précédente. Déjà, il faut savoir ce que c'est que la droite et l'extrême. Alors l'extrême, pour moi, l'extrême en français, l'extrême c'est le bout du bout. On ne peut pas aller plus loin. Donc en politique, qu'est-ce que c'est le bout du bout? Qu'est-ce que c'est qu'aller à l'extrême? Bah, c'est la violence, c'est les meurtres. Donc pour moi, d'extrême droite, c'est de droite et prenez la violence, prenez les meurtres. Par exemple, Le Pen, historiquement, on sait qu'il avait préparé l'évasion du cerveau qui avait fait l'attentat contre De Gaulle, contre le petit Clamart. Contre le petit Clamart. Là, Bastien-Terry, il avait prévu l'évasion du colonel Bastien-Terry. Ouais, mais bon, ça s'est pas fait, ou je sais pas. Enfin, il l'avait prévu et il a admis qu'il l'avait prévu. Donc là, on peut dire qu'à ce moment-là, Le Pen était d'extrême droite. Et pareil, ce qui s'est fait en Algérie, les événements d'Algérie, on peut dire qu'il y avait l'extrême droite en Algérie. Ça, c'est des gens qui étaient violents, qui n'hésitaient pas à tuer. À l'extrême gauche, on a aussi des gens qui ont fait des attentats. L'attentat, je pense à l'attentat de Georges Best, je crois, le PDG de Renault. Donc là, ça a été attribué à l'extrême gauche. La fraction armée rouge. Il y a sûrement des gens du centre aussi qui ont provoqué des attentats ou financé des attentats. Donc on pourrait parler de l'extrême centre, c'est pas exclu. Mais en général, la violence, les attentats se retournent toujours contre leurs auteurs. Historiquement,
Et donc là où ça peut marcher, c'est quand on arrive à faire porter le chapeau sur d'autres. Par exemple, l'attentat contre Darlan, c'est les royalistes qui ont porté le chapeau et c'est les gaullistes qui ont récolté les fruits puisque De Gaulle a pu arriver au pouvoir. Hitler a fait, alors on ne sait pas toujours, aujourd'hui on ne sait pas vraiment qui c'était, il y a donc eu l'incendie du Reichstag et ça a été attribué à un anarchiste parce que Hitler détestait les anarchistes et les marxistes. Mais par la suite, il a été dit que c'était impossible pour un seul homme de mettre le feu, et donc ça n'aurait pas été lui. Alors est-ce que c'était les nazis ou pas, on ne sait pas. Alors après, pour revenir sur la droite et la gauche. Donc là, ça revient à ce qu'on a dans la nature. La droite, ça serait plutôt la concurrence, et la gauche, plutôt la solidarité. Donc les gens vivent toujours sur deux pieds. Et c'est toujours discutable. Parce que suivant les événements, ça peut être mieux d'être plutôt à droite ou ça peut être mieux d'être plutôt à gauche. Sachant que, après, plus concrètement, la gauche voudrait raccourcir l'éventail des revenus, comprimer l'éventail des revenus, donc les riches, très riches seraient un peu moins riches et les pauvres moins pauvres. Et puis alors ce qui est marrant, c'est que vous avez souvent des gens qui sont pauvres, qui sont de droite, parce qu'ils ne veulent pas que les encore plus pauvres qu'eux les rattrapent. Donc il y a des gens pauvres qui ne veulent pas devenir moins pauvres, qui sont de droite, parce qu'ils ont peur que les plus pauvres qu'eux les rattrapent et que les différences s'estompent. Et puis il y a au milieu des gens qui sont dans la classe moyenne, pour qui c'est neutre, qui seront toujours au milieu, et qui eux sont parfois de droite, parfois de gauche. Et puis la droite, c'est l'inverse, c'est chercher à élargir le champ des revenus. Et puis là, donc, il y a les très très riches qui veulent être encore plus riches. On se demande d'ailleurs pourquoi, à qui ils vont transmettre leur patrimoine, puisque au bout de quelques générations, c'est plus du tout les mêmes. Donc c'est basé sur une illusion, le capitalisme. L'accumulation forcenée d'un capitaliste, d'un capital, pour moi, c'est d'une débilité profonde, puisque déjà, 2-3 générations en arrière, les gens ne connaissent déjà plus les prénoms de leurs ancêtres, donc ils ne connaissent pas les prénoms de leurs enfants, et ils connaissent encore moins la psychologie de leurs enfants à qui ils vont transmettre leur capital. Donc pour moi, le capitalisme effréné, ça n'a aucun sens, mais bon, voilà, la droite, c'est plutôt la liberté qui permet que les forts mangent les faibles et que les différences s'accroissent sans arrêt sous le prétexte ou sous la bonne excuse de la concurrence qui favoriserait les meilleurs, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais bon, les deux phénomènes sont toujours discutables et sont toujours l'un en face de l'autre. Et donc à l'UPR, on a des gens de gauche et des gens plutôt de droite. Et quand certains disent qu'Asselineau a dit qu'il n'était ni de gauche ni de droite, ça c'est une vaste blague pour se moquer de lui, puisque la gauche et la droite, ça se définit aussi par le placement dans l'hémicycle, la moitié d'un cercle à l'Assemblée nationale. Donc se sont mis à gauche ceux qui sont plutôt pour la solidarité, se sont mis à droite ceux qui sont plutôt pour la concurrence. Et ceux qui veulent se moquer d'Asselineau, qui dit qu'il y a à l'UPR des gens de gauche et de droite, ceux qui veulent se moquer disent Asselineau il n'est ni de gauche ni de droite. Alors il est où? Il est nulle part. Donc ça, bon, c'est évidemment pour se moquer et pour tourner en dérision la réalité. Donc le clivage droite-gauche pour l'UPR n'est plus valable. Le clivage droite-gauche existe, la gauche et la droite existent, mais ce n'est pas un clivage qui est fondamental à l'UPR, puisque l'UPR c'est un mouvement qui est destiné à sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, et je n'oublie l'Union européenne et de l'euro bien sûr. Et l'euro va avec l'Union européenne, puisque l'Union européenne est en grande partie faite pour l'euro, pour qu'il y ait un grand marché où les bénéfices puissent se faire sans frein, sans règles.
Voilà, mais bon, on va peut-être en reparler plus tard encore de l'euro et de l'Union européenne. En fait, le nouveau clivage, c'est on reste dans l'euro, dans les États-Unis d'Europe, où on en sort. C'est-à-dire la frontière de ce clivage, c'est l'article 50. Oui, l'article 50 permet, tout en respectant le droit, de sortir de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, c'est défini par les traités, les traités européens, pardon. Donc l'article 50 permet de sortir en respectant le droit. Et j'ai dit tout à l'heure ce que c'était qu'un extrême. Et donc l'UPR, c'est le contraire d'un extrême, puisque à l'UPR, on ne veut pas sortir par la force, on veut sortir par le respect du droit. On ne veut pas sortir par la violence, par le rapport de force, on veut sortir par le respect des différences de tout le monde. Et tous les pays ont le droit à leurs différences, et ont le droit de rester dans l'Union européenne s'ils veulent, quoique si la France en sort, probablement que les autres sortiront aussi. Mais chaque pays doit avoir la possibilité de s'exprimer différemment et de choisir sa politique, d'être souverain, chacun chez soi. Et donc le clivage droite-gauche passe effectivement en arrière-plan par rapport à la priorité qui est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. L'OTAN, c'est pareil, c'est une organisation supranationale autoritaire qui nous met sous l'autorité des autres et qui nous entraîne éventuellement dans certains conflits, dans certaines guerres pour lesquelles les Français ne seraient pas d'accord, mais on va décider pour nous. Donc l'UPR dit qu'il faut d'abord récupérer le droit de décider et après on verra si on est plutôt de droite ou plutôt de gauche, mais ça c'est dans un deuxième temps. Alors il y a un autre clivage qui apparaît aujourd'hui dans le monde, qui est encore plus important, c'est le clivage entre les globalistes et ceux que moi j'appelle les territoriaux. Aux USA ils appellent ça les patriotes, mais les patriotes en France a un nom connoté de la Deuxième Guerre mondiale, et puis c'est un nom qui est déjà utilisé par un parti politique. Donc je dirais plutôt, il y a les globalistes et les territoriaux. Et c'est une qualification qui s'intéresse aux gens riches. Moi je me sens pas faisant partie de la classe des riches, je suis un prolétaire, je suis bien quand je suis avec des travailleurs, ou des paysans, enfin des gens qui construisent de leurs mains. Mais historiquement, les riches ont souvent déterminé la paix et la guerre, et la politique des pays. Donc même en étant du côté des pauvres, du côté des prolétaires, je m'intéresse beaucoup à la politique des riches. Et les riches au niveau mondial sont en train de se diviser, alors que jusqu'à maintenant ils étaient unis. Les globalistes et les patriotes étaient unis, par exemple aux USA, l'État profond et l'État officiel, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale, étaient quasiment fusionnés. Et aujourd'hui il y a une division qui apparaît aux USA, en Allemagne, un peu partout, j'en oublie. Il faut écouter Valérie Burgot qui en parle mieux que moi. Donc mon exposé aujourd'hui va s'appeler « Pourquoi le modèle britannique est-il antidémocratique ?» et derrière le libéralisme, la dictature des institutions britanniques. Il y a une division qui apparaît entre les globalistes qui veulent un capitalisme mondial, donc faire des bénéfices là où ça va le plus vite, où ils peuvent gagner le plus d'argent, partout dans le monde. Donc en gros, là où il y a une forte croissance et puis où les salaires sont bas, où les contraintes environnementales sont faibles. Et puis il y a maintenant apparaissent comme Trump semblerait, même si ce n'est pas ma tasse de thé, il semblerait que Trump soit territorial. C'est-à-dire que comme il représente un peu les manias de l'immobilier, il a donc intérêt à valoriser le patrimoine immobilier. Et le patrimoine immobilier d'un pays ne peut être valorisé que si la classe moyenne a de l'argent. Si l'industrie s'effondre, si la classe moyenne s'effondre financièrement, si le patrimoine va baisser. Et donc dans ces territoriaux, il peut y avoir tous ceux qui ont des maisons, tous ceux qui ont des forêts, tous ceux qui ont des châteaux, tous ceux qui ont des vignes, ceux qui ont des terres. Et jusqu'à maintenant, tous ces gens de droite
se font baratiner, je dirais, idéologiquement suivent les grands médias qui sont possédés par des globalistes qui, eux, ont des avoirs, ont des capitaux partout dans le monde, qui circulent et qui veulent absolument que tout soit ouvert de façon à ce que les capitaux puissent aller se placer là où c'est le plus rentable. Donc là, il y a quelque chose à suivre, puisque l'UPR aurait intérêt à s'allier avec les territoriaux, au moins temporairement, le temps de sortir. Et on a vu, alors Valérie Burgot explique qu'en Grande-Bretagne, il y a eu une alliance entre les globalistes et les territoriaux pour sortir, pour le Brexit. Parce que les Anglais veulent être encore plus libres à travers la sortie de l'Union européenne, ils veulent être encore plus libres pour aller faire du commerce à l'extérieur. Mais, si on regarde bien, il y avait aussi des territoriaux, ne serait-ce que les pêcheurs, par exemple, qui défendent leurs droits nationaux à pêcher en Grande-Bretagne et qui voulaient sortir de l'Union européenne, qui fait des négociations commerciales qui sont toujours aux dépens, au profit des dominants, donc souvent c'est les Allemands puisqu'ils trustent tous les postes, et aux dépens soit des Anglais, soit des Français, soit des Italiens, ou pire des Grecs, quoi. Donc là, ça c'est un clivage qui est nouveau, mais qu'il est important de suivre, et j'invite ceux qui vont regarder cette vidéo à visionner les vidéos de Valérie Burgot qui en parle savamment. Que faut-il penser de la politique du gouvernement Macron? Alors, bon, Macron c'est un globaliste, hein, ça se voit, qui a été promu par des médias globalistes. Bon, sinon Macron, moi j'ai pas de, comment dire, j'ai pas les bases pour apprécier ce qu'il fait. J'aime pas le théâtre, il y a certaines musiques que je comprends pas non plus. Et la faculté qu'il a de dire exactement le contraire de ce qu'il fait, j'arrive pas à apprécier, quoi. Parce que, mais c'est peut-être faute d'éducation. Je pense que c'est du grand art, ce qui fait réussir à dire avec conviction exactement le contraire de ce qu'il pense ou exactement le contraire de ce qu'il fait. C'est quand même c'est une performance et je pense qu'il a été choisi pour ça. Mais bon, personnellement, je n'arrive pas à apprécier, donc je ne regarde jamais Macron. Je préfère la vérité. Il fait même encore mieux, il arrive dans une phrase à dire tout et son contraire. En plus. Et en même temps... Oui, mais ça c'est l'art des politiques, les hommes politiques, c'est de faire plaisir à tout le monde sans rien dire. D'ailleurs, il faut écouter, comment il s'appelle, celui qui fait les conférences gesticulées, Franck Lepage. Franck Lepage, qui avec des mots ronflants là, peut faire un discours qui ne veut rien dire, mais qui fait quand même plaisir à tout le monde. Vous avez besoin d'une dizaine de concepts opérationnels, c'est-à-dire de mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui donnent l'impression de dire quelque chose. Là, je vous ai préparé une communication à 17 mots. C'est pour les besoins du spectacle, hein. C'est énorme. Vous n'avez jamais besoin de ça. Vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile, hein. Lui utilise à tout casser, quoi. 5 mots, 6 mots, enfin, vous voyez, vie associative, partenariat, développement local, enfin, le préfet, s'il est là, il utilise 2 mots, lui, République, sécurité, enfin, vous voyez. Alors, je les bats devant vous, j'espère que vous me faites confiance. Je coupe. Et donc, vous dites... Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du Conseil général, Monsieur le maire, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. Et cette notion, c'est évidemment la question des habitants, que je voudrais mettre avec cet autre concept qui est celui des acteurs. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs, c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle. Alors, à l'heure de la décentralisation, ce que nous appelons encore citoyenneté doit nécessairement s'inscrire dans une proximité, parce que la question démocratique est tout entière contenue aujourd'hui dans celle de la préservation du lien social. Et à l'heure de la mondialisation, c'est désormais l'espace du local, qui est l'espace du partenariat que nous devons
que nous devons tisser de solidarité, faute de quoi? Faute de quoi, lorsque nous demandons aux gens de faire des projets, eh bien, il n'y aurait, à l'issue de ces projets, ils n'entraîneraient, si vous voulez, aucune espèce de développement. Et c'est pourquoi nous devons inlassablement raisonner avec eux en termes de contrat et faire notre effort permanent pour mettre en place une vraie, une authentique, une sérieuse participation avec eux. Donc, moi, ça fait longtemps, en tant que syndicaliste, que j'ai essayé de comprendre un petit peu la politique. Et je me suis dit à un moment donné que j'arrivais à comprendre un petit peu quand je comprenais ce qui n'avait pas été dit dans un discours. Quand on écoute ce qui est dit, ça fait plaisir à tout le monde, mais c'est quand on arrive à observer ce qui n'est pas dit dans le discours qu'on commence un peu à être moins bête que la veille. Selon toi, le nationalisme est-il responsable des guerres, en Europe notamment? Alors, le nationalisme, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà défini ce que c'est. Pour moi, le nationalisme, on en voit une bonne traduction dans les fans des clubs de foot. Hein, eux, ce sont des nationalistes qui sont pour l'équipe de France. On n'imagine pas des nationalistes décider la veille d'aller faire la guerre le lendemain. Hein, c'est un des moyens, avec peut-être la défense de la civilisation, la défense de la religion, un des faux moyens pour faire la guerre, mais ça suffit de loin pas. Et donc là, j'invite, pour comprendre les causes des guerres, c'est très complexe. Pour comprendre les vraies causes, j'invite tout le monde à regarder les conférences de François Asselineau. Le système de la défense antimissile syrien. Ces tirs pourraient avoir pour but d'intimider le peuple syrien et désorganiser la communauté internationale. Les conférences de Jacques Powell. Un autre exemple, un autre avantage d'une guerre. C'est donc l'explication que se donnaient ces gens-là, c'était que la pauvreté, c'est la faute des pauvres. Ah oui. Ah oui. La pauvreté, c'est ce qu'on entend toujours. Oui, oui. C'est le fait qu'il y a trop de pauvres. Encore maintenant. Il y a trop de pauvres. En fait, il y a trop de peuple. Il y a trop de peuple. Il y a trop de gens au monde. Et on peut pas. Il n'y a pas assez de ressources. Il n'y a pas assez de bouffe, pas assez de vin. Heureusement, en France, il y a toujours assez de vin. Pour tout le monde. Alors, c'est nécessaire, inévitable. Surtout que les pauvres se reproduisent. Incroyable. Beaucoup trop. Alors, les pauvres, ils en sont déjà trop. Ils se reproduisent. Comment arrêter ça? La guerre. La guerre. La guerre, c'est comme la chasse. En automne, il y a trop de cerfs, trop de sangliers. On diminue la quantité pour améliorer la qualité. Alors, mais on a les problèmes avec ce socialiste et tout ça, parce qu'il y en a de trop. Mais si on élimine la moitié, ce sera une meilleure qualité. Ils arrêteront de parler de ces bêtises de la révolution. Ça, ils deviendront malins. Alors... Et donc, c'est un monsieur d'origine belge, qui lit bien l'allemand, le français, qui habite au Canada dans la zone anglophone, et qui a étudié justement les causes des guerres, sous un aspect qui est un peu complémentaire, qui recoupe la conférence de François Asselineau au niveau des causes économiques, mais qui développe aussi les causes sociales. Et donc ça, c'est complémentaire et c'est à étudier. Et puis après, on peut étudier aussi Annie Lacroix-Ris. Et il est clair que la défaite de 1940 correspond bien à cette stratégie sur laquelle on nous interdit résolument de nous pencher, en particulier d'ailleurs depuis quelques années. Qui regarde un peu les causes religieuses, qui amène beaucoup de documents, qui a étudié pas mal d'archives. Et puis alors, il y a... Alors dans mon passé de syndicaliste, j'ai un jour croisé un copain qui m'a dit « Mais tu devrais lire Autour d'une vie » un bouquin de Pierre Kropotkin, qui est un anarchiste. Et puis à partir de là, je me suis un peu intéressé au père fondateur des anarchistes. Alors pareil, le mot anarchiste, c'est aussi un mot piège, qui se termine par iste, qui commence par A, privatis, donc qui veut dire tous ceux qui sont seulement contre l'autorité. En fait, si on lit les auteurs anarchistes du départ,
c'est beaucoup plus riche que ça, beaucoup plus intéressant que les anarchistes qu'on peut croiser aujourd'hui. Et donc Pierre Kropotkin, Bakounine, Proudhon, c'est des gens qu'il faut lire. Et donc en ayant eu une ouverture sur les anarchistes, je me suis intéressé un petit peu à certaines vidéos qui racontaient la guerre d'Espagne vue par des anarchistes. Et donc là j'ai compris pourquoi Annie Lacroix-Rice, qui est une marxiste, ne parle jamais de la guerre d'Espagne. Parce qu'en fait, les Espagnols, les républicains et les anarchistes s'étaient alliés aux marxistes russes et avaient envoyé la plus grande réserve d'or européenne qu'ils possédaient à Moscou pour acheter des armes. Et Moscou n'a envoyé des armes, mais des armes relativement obsolètes et en nombre insuffisant. Et puis les marxistes, les communistes qui étaient en Espagne ont cassé le mouvement anarchiste. Il y a même eu des attentats, il y a eu des conflits internes. Donc ce qui fait que ensuite Franco, qui avait un pont aérien depuis l'Afrique avec plein de moyens, des gros moyens militaires, Franco a gagné la guerre comme ça, assez facilement, a gagné la guerre comme ça. Alors, quand on se dit, mais oui, mais au fait, on nous a toujours dit que les Américains étaient venus pour rétablir la démocratie. Mais Franco, c'était un dictateur. Il est resté en Espagne jusqu'en 1970. Pareil au Portugal, jusqu'à la guerre des œillets, il y avait une dictature. Donc on se rend compte que finalement les deux empires russes et des USA étaient tout à fait de connivence, étaient d'accord pour garder la dictature en Espagne, du moment que c'était compatible avec le capitalisme. Aucune opposition, la démocratie dans ce cas-là, on s'en fiche. Et puis après, c'est aussi intéressant d'analyser ce qui s'est passé entre février 1917 et octobre 1917 en Russie. Parce qu'il n'y a pas eu que la révolution des bolcheviks, il y avait aussi des socialistes qui voulaient continuer la guerre. Et donc ils étaient alliés avec les Français et ils se sont arrêtés quand les bolcheviks ont pris le pouvoir. Il y avait des révolutionnaires paysans du côté de Moscou, je crois, au nord de Moscou, qui eux voulaient un peu comme les socialistes, une démocratie, ils ne voulaient pas de la dictature du prolétariat. Et leur modèle, c'était la petite entreprise agricole, un peu comme on a connu ici jusque dans les années 40-50, avec un ouvrier ou deux, mais des exploitations à taille humaine, familiale. Et puis il y avait en Ukraine des paysans communautaires qui s'appelaient des communistes libertaires et qu'on appellerait aujourd'hui des anarchistes. À l'époque, ils disaient communistes libertaires, qui eux voulaient la propriété de la terre, voulaient gérer leur terre eux-mêmes en autogestion, mais collectivement. Ils voulaient conserver leur collectivité parce que ça correspondait à leur système d'exploitation. Pour se mécaniser, par exemple, il faut aussi être en communauté. Et un peu comme en Espagne, d'ailleurs, en Espagne, il y a eu ce genre d'expérience aussi. Et eux se sont battus contre les tsars, contre les blancs, aux côtés des bolcheviks. Mais quand les tsars ont été battus, les bolcheviks ont obtenu des aides de certains banquiers, anglo-saxons, d'autres sûrement. Et les bolcheviks se sont retournés contre les anarchistes et ont battu les anarchistes. Et ont battu les paysans révolutionnaires aussi. Et ce qui fait que, donc en octobre 1917, il y a eu un espèce de coup d'État où les bolcheviks ont mis en place leur dictature en promettant « vous aurez la propriété de la terre », ce qui n'a pas été le cas. Par la suite, ils ont récupéré les terres, ils ont nationalisé les terres, alors qu'ils avaient promis la terre aux paysans. Et en leur disant, c'est terminé, venez faire la moisson, venez faire la flottaison, la guerre c'est terminé pour vous, on arrête la guerre, on fait des accords. Alors que les socialistes voulaient continuer à faire la guerre contre les Allemands aux côtés des Français, quoi. Ce qui explique que
on a quelque part dans l'Ain, je ne sais plus exactement où, un barrage qui s'appelle le barrage des prisonniers russes, qui date de cette époque-là où les Russes ont vu que côté russe, ils arrêtaient la guerre, et ceux qui étaient venus aider les Français, ils étaient plusieurs milliers, ont dit bon bah nous on arrête aussi. Et donc là ils ne pouvaient pas faire comme pour les Français en fusiller quelques-uns pour l'exemple, il y en avait trop. Donc ils ont été mis dans un camp je crois, et ensuite dispersés un peu partout en France où ils avaient besoin de main d'œuvre pour faire des travaux pénibles, des travaux manuels, dont donc un barrage dans l'Ain. Il y a eu des Russes qui ont été aussi exploités de la forêt du côté de Besançon, dans le Doubs et un peu partout, mais je ne sais pas, là aussi, c'est des choses qui sont assez cachées, quoi. Mais c'est intéressant. C'est plus intéressant que d'apprendre des dates historiques par cœur. Pouvez-vous nous parler de la dernière manifestation à Lons-le-Saunier? Oui. Donc à Lons-le-Saunier, j'étais avec d'autres copains de l'UPR, on était pour défendre le service public hospitalier. Et puis j'aurais bien aimé prendre la parole, il y avait un micro, on a eu quelqu'un de la Confédération paysanne qui a bien parlé, qui nous a expliqué qu'il est pour la défense du service public, qu'ils ont même un projet de sécurité sociale alimentaire. Et puis j'avais envie de dire, tout ça c'est impossible, hein, avec les traités européens, c'est impossible. Puis alors, j'en ai parlé au copain qui était à côté de moi, il m'a dit ouais, si tu vas dire ça, tu vas recevoir toutes les casseroles sur la tête, c'est impossible de dire ça. Alors je me disais, c'est comme quand j'étais gamin, qu'il y avait l'arbre de Noël avec les boules là, et puis les cadeaux, et tous les enfants qui chantent Petit Papa Noël. Alors tu as envie de leur dire, bon, il y a des gens qui font ces cadeaux à l'autre bout du monde juste pour survivre, hein, qui sont très mal payés dans des conditions de travail effroyables. Si ça se trouve, tes parents ont subi un petit chef toute l'année pour pouvoir acheter les cadeaux. Et puis aujourd'hui, on dépeint un monde virtuel complètement idyllique, où tout le monde est heureux, tout le monde est content. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la réalité, quoi, qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus triste. Mais quand on est adulte, on ne doit pas casser le mythe du Père Noël. Donc là, c'est pareil, le mythe de la souveraineté française, où on préparerait des lois, où on pourrait faire remettre en valeur, en état de fonctionner les services publics, c'est un mythe, mais ça n'existe pas, parce que dans les traités européens, ça n'existe pas, c'est pas prévu. Les services publics sont des services marchands. C'est clair et net, il suffit de lire les textes et puis d'étudier les commentaires de l'UPR qui expliquent ça très bien. Et donc, pour faire reconnaître les services publics par l'Union européenne, il faudrait pouvoir changer les traités. Or, les traités dépendent du droit international, qui dit que pour changer des traités internationaux, il faut l'unanimité. Un pays peut bloquer. Donc on ne peut pas réécrire les traités, c'est impossible de réécrire les traités. Pour les réécrire, il faudrait l'unanimité. Et il y a toujours des pays ultralibéraux qui seront contre la réécriture des traités. Oui, mais c'est vrai pour tous les traités. Les traités bilatéraux, c'est pareil. Si un des deux pays met son veto, le traité ne se fait pas. S'il y a 3 pays dans un traité, il faut que les 3 pays soient d'accord pour modifier le traité. Donc les traités européens sont des traités qui respectent la souveraineté des pays, mais pour les modifier, il faut l'accord des pays. Donc la France, si elle n'est plus d'accord avec les traités, elle n'a que la solution de sortir, que la solution de dénoncer. Parce que le mythe de les modifier, c'est un mythe, c'est une légende. C'est quelque chose qu'on raconte aux gens pour se faire plaisir, pour faire plaisir. C'est du discours politique, on fait plaisir aux gens, on ne leur dit pas la vérité pour être élu, mais on sait très bien que ce n'est pas possible. C'est là le clivage. Pour une nouvelle Europe, qu'on nous chante depuis 40 ans, une Europe sociale, une Europe écologique, une Europe compétitive, hein, on va adapter les décrets. Mais on ne peut pas, parce qu'il faut l'accord de tous les membres. Ouais.
Alors, à un moment donné, il y avait une large majorité qui était des pays européens qui étaient passés dans le camp socialiste. On avait, je ne sais plus si c'était Mitterrand ou Jospin, il y avait une large majorité, et les traités n'ont pas pu être modifiés. Parce que les traités ont été amenés bout par bout, sous la pression des grands capitalistes, des globalistes, les États profonds, les lobbies, on achète les gens un par un, et petit à petit, ils avancent, et sauf à les dénoncer, c'est impossible d'en sortir. Alors, on peut toujours dire, ah ben, on ne va pas les respecter. Mais les respecter, c'est aller au rapport de force. Si nous, on ne respecte pas les traités, pourquoi les autres les respecteraient? Pourquoi ils ne viendraient pas faire des choses illégales? C'est-à-dire, bon, ne pas respecter les traités, c'est se mettre dans l'illégalité. C'est le début de la guerre, en fait. Hein. C'est le rapport de force, c'est comme ça que les guerres arrivent. C'est quand on dit, oh, ben, nous, on est plus fort que les autres, donc on va aller faire la guerre. Alors que le respect des traités, et notamment l'article 50 qui permet d'en sortir, c'est pacifiste. C'est un choix pacifique. C'est le respect du droit international. J'ai peut-être dit avant les traités, mais c'est le droit international qui dit qu'on doit respecter ce qu'on signe. On doit être garant de ce qu'on signe. Sinon, on n'est plus crédible. C'est dans la Constitution. Le président est le garant du respect des traités. Ouais. Ah oui. Alors, y a-t-il une différence entre la Cour de justice européenne, le Conseil européen, et la Cour européenne des droits de l'homme, ouais. Conseil de l'Europe? Alors, il y a une grande différence, et donc je me suis aperçu que même certains militants de l'UPR ne connaissent pas cette différence, et ça peut être un problème dans le cadre des débats, parce que les européistes, ceux qui ne voient que par l'Europe, font souvent appel à des arguments en disant oui, mais la Cour des droits de l'homme a défendu les Français en dernier recours, alors que la Cour européenne des droits de l'homme est disjointe, n'est pas la même chose que la Cour de justice européenne. Donc la Cour de justice européenne est chargée de faire appliquer les traités européens, et elle représente 27 pays donc, de l'organisation supranationale de l'Union européenne, alors que la Cour européenne des droits de l'homme représente 47 pays, dont la Russie. Et cette Cour est chargée de faire appliquer des textes des droits de l'homme, hein, qui ont été votés après-guerre, je crois, je ne sais plus. Et puis les pays se sont rattachés petit à petit. Je crois que la Russie, c'est assez récent, peut-être dans les années 90 ou 2000. Donc la Cour de justice européenne dépend alors je ne me trompe pas, du Conseil européen, alors que la Cour européenne des droits de l'homme dépend du Conseil de l'Europe. Donc, Conseil de l'Europe, c'est 47 pays, Conseil européen, c'est 27 pays. Conseil européen, c'est les 27 chefs d'État qui avalisent les textes qui sont proposés par la Commission. Donc la Commission, c'est des gens qui sont désignés par les États, qui ne sont pas élus, il y a une majorité d'Allemands, qui pondent par exemple le rapport des grandes orientations des politiques européennes en application des traités, sont imposés aux États depuis le Six-Pack. Donc c'est un accord qui dit que si les grandes orientations ne sont pas respectées, la Commission, enfin la Cour de justice européenne peut infliger des amendes aux États. Donc là, on a bien la preuve que ces GOP, ces grandes orientations de politique économique, sont obligatoires. Alors il y a un délai, hein, c'est pas très brutal, ça va moins vite que les PV sur la route, mais au bout d'un an ou deux, il y a une sanction qui peut arriver derrière. Donc c'est bien obligatoire. Alors c'est vrai qu'au départ, tous ces textes, ces traités, ont été votés par le Conseil européen, par les chefs d'État.
Mais quand des textes sont proposés par la Commission, c'est très difficile à un chef d'État de dire non au milieu des autres, quoi. Il faut déjà qu'il y ait des alliances. Et encore une fois, pour revenir sur ce qui est déjà voté, il faut l'unanimité. Donc c'est pas possible de revenir. Alors tous ceux qui disent « ouais mais on va rétablir notre démocratie, on va rétablir les services publics », lisez les traités européens et lisez les analyses de l'UPR qui sont bien plus digestes que les traités qui sont rébarbatifs. D'ailleurs c'est fait pour ça, pour qu'on ne puisse pas les lire, qu'on n'ait pas envie de les lire. Donc regardez les vidéos et puis ensuite lisez les documents de l'UPR ou alors restez devant la télé et puis ou devant votre sapin de Noël en croyant que la vie est belle et puis sans vous rendre compte que dans quel monde d'esclavage, de domination des forts sur les faibles on vit, voilà quoi. Si vous voulez vivre en comprenant la réalité, il faut chercher les documents un peu partout. Quel est le rôle d'UPR Jura? UPR Jura représente le département du Jura avec un certain nombre de militants. Et donc nous nous chargeons de défendre tout ce qui est dans la charte républicaine et puis de faire de la publicité, de coller des affiches, des choses comme ça, sachant que l'UPR c'est un mouvement provisoire qui aura vocation à disparaître le jour où le mouvement tel qu'il existe est provisoire, qui aura vocation à disparaître le jour où nous serons sortis. Mais bien sûr, il restera un noyau autour du président qui sera élu. Pour autant, pour le moment, les gens qui sont à l'UPR sont là pour défendre la triple sortie, sont là pour l'objectif prioritaire, ils ne sont pas nécessairement là pour défendre le programme présidentiel dans ses moindres détails. On est là pour pouvoir choisir. On n'est pas là pour avoir déjà choisi. Okay. Concrètement, quelle est la démarche du PR TV Jura? Alors, la démarche du PR TV Jura apporte sa goutte d'eau, sa pierre à l'édifice de la diversité des médias. Parce que donc, les médias qui ont fait élire Macron sont tenus par 9 milliardaires, des globalistes, qui ont certainement plus de richesses dans les autres pays que dans la France, même s'ils ont pignon sur rue en France, même si le nom est français, c'est des gens qui veulent faire des bénéfices au plan mondial et qui donc veulent faire venir des salariés qui ne respecteront pas nos conventions collectives, qui veulent pouvoir exporter les capitaux qu'on a mis des générations à accumuler dans les services publics ou d'une industrie. On achète une industrie et puis on revend les brevets parce qu'on fait du bénéfice ou on va monter une industrie ailleurs. Tout ça, c'est une politique globaliste qui est faite pour pouvoir accumuler le plus possible d'argent chez ceux qui en ont déjà beaucoup et dépouiller les travailleurs qui produisent concrètement et qui ont produit des infrastructures, des autoroutes, des chemins de fer, je ne sais pas quoi, des barrages, tout ça on est en train de privatiser et de le vendre aux plus offrants, donc aux plus riches. Et les globalistes, comme ils veulent faire un maximum de bénéfices, se fichent bien de savoir si ce sera des Chinois qui vont acheter ou des Américains ou des Russes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être copains avec les plus riches. Ce qu'ils commandent, c'est pas ni leur religion, ni leur nationalité, c'est leur richesse. En fait, ils sont esclaves de leur richesse, si on regarde bien. Ces globalistes n'ont plus rien à voir avec les riches qui possèdent 2-3 maisons, qui ont 2-3 bateaux et puis qui vont en vacances où ils veulent. C'est des riches qui ont une fortune tellement immense qui sont au service ou qui ont ils sont au service d'un système, quoi. Et donc ils se font bouffer eux-mêmes. Ok. En conclusion, longue vie à l'UPR et longue vie à nos médias,
médias accessoires, on va dire, je ne sais pas comment il faut dire, alternatifs, nos médias alternatifs. Et donc UPR Jura donne la parole à tout le monde, veut donner la parole aux Gilets jaunes, mais à d'autres militants de l'UPR aussi. Je crois que, voilà, moi je ne suis pas professionnel de la parole, j'ai quand même réussi à dire à peu près ce que je voulais dire. Donc regardez UPR Jura, regardez UPR TV au niveau national, allez sur le site de upr.fr et puis sur Facebook et puis d'autres. Il ne faut pas se limiter à UPR, il faut rester ouvert et voilà.